Vous connaissez certainement l'air si parti de la Méditerranée, salé et imprégné d'un parfum coûteux. En particulier sur la Côte d'Azur, lorsque les derniers rayons du soleil se reflètent sur la mer et que le ciel passe de l'orange au violet, vous vous sentez comme l'être le plus heureux du monde. Du moins, c'est ce que je ressentais ce jour-là. Je me trouvais dans le coin le plus ancien et le plus calme du port d'Antibes. Sous mes pieds, mon vieux bateau La Liberté. Un septembre maître à coque en bois verni hérité de mon père se balançait doucement. Dans ma main, un verre de rosé de Provence bien frais, sur mes genoux, un livre que je repoussais depuis des mois. Je ne portais pas mon uniforme. Les lourdes étoiles sur mes épaules, les médailles sur ma poitrine, mon arme à la ceinture. Tout cela se trouvait dans un placard fermé à clé, dans mon logement à 100 kilomètres de là. Ici, dans ce petit refuge en bois, je n'étais que Mathilde. Ni le colonel Loisel, ni la dame de fer, qui dirigeait les opérations les plus difficiles du commandement régional de la Méditerranée. Juste une femme d'âge mûr qui aimait la mer. Mais la vie vous enseigne une leçon douloureuse, le calme et le silence qui précèdent la tempête. Et ma tempête n'est pas venue avec le vent, mais avec le bruit assourdissant des moteurs diesel. J'ai d'abord senti l'ombre. Une ombre immense et froide qui cachait mon soleil. Puis vint le remous de l'eau, si violent que le verre de vin que je tenais dans ma main tremblait sur la table pour ne pas se renverser. Lorsque j'ai levé la tête, j'ai vu le monstre qui s'engouffrait dans l'entrée du port. Tout blanc, à 3 étages, avec des détails chromés qui attiraient le regard, long d'au moins 40 mètres, un palais flottant. Ou, pour être plus précis, un monument flottant à l'orgueil. J'ai lu le nom inscrit en lettres dorées à l'arrière du yacht, l'Empereur. Comme c'était signé. Normalement, les yachts de cette taille n'ont pas le droit d'entrer dans cette partie du port, où se trouvent les petits bateaux de la population locale. Dans une zone peu profonde et étroite. Leur place est dans la zone stérile appelée quai des milliardaires, où l'eau est plus profonde et où la sécurité est maximale. Mais l'empereur, indifférent aux règles, venait vers moi en fendant les eaux. Une musique techno retentissait sur le pont. Elle était si forte que même le cri des mouettes était couvert. Sur le bastingage, un homme trapu d'une 50aine d'années. Les 3 premiers boutons de sa chemise ouverts. Une épaisse chaîne en or brillant autour du cou. Une bouteille de champagne à la main, est apparue. À ses côtés, 2 femmes mannequins, probablement de l'âge de sa fille, dansaient en gloussant. L'homme a relevé ses lunettes de soleil sur son front et m'a regardé. Je connaissais ce regard. C'était celui que j'avais vu pendant des années dans les yeux des criminels, des contrebandiers, des politiciens corrompus. Ce regard qui ne vous voit pas comme un être humain, mais comme un chewing-gum collé sous sa chaussure, agitant la bouteille de champagne qu'il tenait à la main comme un bâton. Il cria vers la cabine du capitaine: rapproche-toi. Écrase ce bout de bois, je m'en fiche. Mon cœur ne s'est pas emballé dans ma poitrine. Au contraire, il a ralenti. C'était mon mécanisme de défense. En cas de danger, je ne panique pas, je reste de marbre. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers la proue de mon bateau et, en protégeant ma main avec mon bras, j'ai crié à l'homme. Je n'avais pas besoin d'élever la voix, mon ton était suffisamment clair. Monsieur, ce quai est réservé aux petits bateaux. Vous ne pouvez pas manœuvrer ici avec un bateau de cette taille. Vous allez casser mes chaînes. La musique s'est arrêtée un instant. L'homme a regardé vers le bas avec étonnement, comme si un insecte venait de parler. Puis il a éclaté de son rire dégoûtant et collant. Les femmes à côté de lui l'ont imité. Vous avez entendu, les filles, a-t-il crié, la voix pâteuse à cause de l'alcool. La femme du pêcheur en bas nous donne une leçon de navigation. Puis, le sourire sur son visage s'effaça soudainement. Il fut remplacé par une colère pure et distillée. Écoutez-moi, madame, rugit-il. Enlevez immédiatement ce tas de bois pourri de là. Vous vous êtes garé à ma place. C'est ici à moi. Votre place? Dis-je en gardant mon calme. C'est un port public, monsieur. Et j'amarre ici depuis 20 ans. Vous pouvez vérifier les registres de la direction du port. Ma réponse eut l'effet d'une mèche allumée. Le visage de l'homme devint rouge écarlate. Je pouvais voir les veines de son cou gonfler, même à cette distance. Savez-vous qui je suis? Hurla-t-il. Cette phrase classique, cette menace creuse. Je suis Henri Valmont. J'ai assez d'argent pour acheter la moitié de ce port. Je me servirai de ton cercueil flottant comme d'un cure-dent. Henri Valmont. Ce nom m'était familier. Je ne l'avais pas lu dans les pages économiques des journaux, mais dans les notes de bas de page des rapports des services secrets. Le géant de l'import-export, le roi de la logistique. Et les rumeurs, jamais prouvées, selon lesquelles il naviguait en eau trouble. À ce moment précis, j'ai senti qu'Henri Valmont était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie. Mais il ne savait pas que la femme qui se tenait devant lui était un colonel qui avait le pouvoir de faire boucler ce port d'un simple coup de fil. Il ne voyait en elle qu'une tyranne arrogante qui pensait pouvoir tout écraser avec son argent. Avant de vous raconter à quel point Henri allait payer cher et douloureusement son arrogance, et comment son magnifique yacht allait se transformer en prison,
Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications pour ne pas manquer ce genre d'histoire justicière, car ce que vous allez entendre dans quelques instants prouvera que la patience et la stratégie sont des armes plus redoutables que la vengeance. Henri cria à nouveau à son capitaine: démarrez les moteurs. Tournez les hélices vers cette épave. Voyons s'il sera toujours aussi arrogant quand les vagues auront projeté son bateau contre le mur. Les moteurs du yacht géant rugirent. L'eau bouillonnait. Mon petit, la liberté se mit à tanguer comme un berceau sous l'effet des turbulences créées par cette puissance gigantesque. J'entendais les craquements de l'eau provenant de la passerelle en bois. S'il accélérait encore un peu, mon bateau serait écrasé entre le quai en béton et la coque en acier de l'Empereur. J'ai perdu l'équilibre sur le pont et je suis tombé à genoux. Mon rosier s'est renversé et mon livre préféré s'est mouillé. Au-dessus de moi, les rires d'Henri et de ses invités se mêlaient au bruit du moteur. Ce n'était pas un jeu, c'était de la pure méchanceté. C'était le divertissement d'un malade mental qui prenait plaisir à écraser ceux qu'il considérait comme faibles. Simplement parce qu'il en avait le pouvoir, simplement parce qu'il était fort, je ne sentais même pas la douleur dans mon genou. Ce sentiment familier s'éveillait en moi. Ce sentiment de concentration glaciale que j'avais ressenti des années auparavant, lorsque je poursuivais des passeurs au large de l'Afrique du Nord. Il n'y avait ni peur, ni colère, seulement la détermination de trouver ma cible et de l'éliminer. Je me suis levé. J'ai ajusté ma robe de lin mouillé. Et j'ai regardé Henri dans les yeux comme s'il n'y avait pas cette différence de taille entre nous. Il a coupé les moteurs. Il n'avait pas obtenu la réaction qu'il attendait. Il s'attendait à ce que je pleure, que je supplie, que je tremble de peur. Mais je restais immobile, comme une statue. Ce silence l'a rendu encore plus fou. Il s'est penché, a mis la main dans sa poche et en a sorti une liasse de billets. Une épaisse liasse de billets violets de 500 €. Il a froissé les billets et les a jetés vers moi, sur le pont du bateau. Les billets ont été emportés par le vent et sont tombés sur le sol mouillé, certains même dans la mer. Prends ça, a-t-il crié d'une voix pleine de dégoût. Cet argent te permettra d'acheter 10 fois ton tas de ferraille. Maintenant, prends mon aumône, enlève ce tas d'ordures d'ici et ne pollue pas la vue des élites. Va te trouver une autre décharge. Je regardais l'argent éparpillé sur le sol. Puis je levai la tête et le regardai. Mon visage resta impassible. Je murmurai d'une voix très faible, que moi seul pouvais entendre: Monsieur Valmont, j'accepte votre déclaration de guerre. Il se retourna, donna l'ordre à ses gardes: occupez-vous de ça, si cette femme ne part pas, coupez ses cordes, et se dirigea vers sa luxueuse cabine. Il pensait m'avoir vaincu, écrasé et anéanti. Cette nuit-là, il allait boire son champagne dans l'ivresse de la victoire. Mais il ne savait pas. Ce jour-là, il n'avait pas signé le destin de mon bateau, mais celui de sa propre fin. Et moi, le colonel Mathilde Loisel. Je ne laissais aucun document signé sans réponse. Le vent avait dispersé les pièces lancées par Henri dans les coins humides du pont. Je me suis penché. La douleur dans mon genou m'indiquait que l'endroit où je m'étais cogné en tombant commençait à bleuir, mais je m'en moquais. J'ai délicatement soulevé le premier billet de 500 € par un coin, comme si je tenais un serpent venimeux par la queue. Une personne normale, se sentant humiliée, aurait jeté cet argent à la mer, ou l'aurait froissé avec colère et l'aurait jeté au visage de cet homme. Mais j'étais un soldat, et les soldats ne gaspillent jamais leurs munitions. Ce morceau de papier violet n'était plus une monnaie. C'était un instrument de crime. C'était une insulte. Et surtout, c'était une preuve. J'ai sorti de la petite armoire de mon bateau l'un des sacs transparents à fermeture zip que j'utilisais pour ranger les appâts. J'ai ramassé soigneusement les 10 billets de 500 € éparpillés sur le sol, soit 5 000 € au total, et je les ai placés dans le sac. Les empreintes digitales d'Henri Valmont se trouvaient sur ces billets avec lesquels il avait tenté d'acheter mon honneur. Ce sac allait être le premier nœud de la corde qui se refermerait autour de son cou. La musique provenant de l'empereur s'était intensifiée. Les rythmes techno faisaient vibrer les quais en bois. D'âmes éclats de rire fusaient sur le pont, les bouchons de champagne sautaient. Pour eux, j'étais déjà oublié, un détail insignifiant qui tentait de gâcher leur journée. Ils célébraient leur victoire. Ils avaient pris mon silence pour de la résignation. Comme ils se trompaient. J'ai vérifié les cordages de mon bateau. Les vagues créées par l'énorme yacht d'Henri avaient frotté la coque du La Liberté contre le quai. Il y avait une profonde rayure dans le vernis. J'ai touché le bois que mon père avait verni de ses propres mains. Mes doigts ont parcouru la surface rugueuse. Cette rayure n'était peut-être pas la plus coûteuse sur la facture d'Henri Valmont, mais c'était la plus personnelle pour moi. Je pris mon sac. Je quittai le quai sans regarder en arrière, vêtu non pas de mon uniforme, mais d'une simple robe en lin et de sandales. Je n'avais pas besoin de regarder. L'image de ce yacht, ses coordonnées et le visage de cet homme étaient gravés dans ma mémoire. Lorsque je suis monté dans ma vieille Peugeot, mes mains étaient blanchies à force de serrer le volant. J'ai pris une profonde inspiration. L'air qui remplissait mes poumons ne sentait pas le sel marin, mais la vengeance.
J'ai tourné la clé de contact et j'ai mis le cap non pas sur ma maison, mais sur le commandement régional de la gendarmerie maritime à Toulon. Je n'ai pas allumé la radio pendant le trajet. Les voix dans ma tête étaient suffisamment bruyantes. Henri Valmont. Son nom tournait en boucle dans mon esprit comme une cible. Qui était cet homme? Bien sûr, je connaissais son visage médiatique. Tout le monde connaissait cet homme qui faisait des apparitions dans les soirées mondaines, qui déduisait de ses impôts ses dons douteux à des associations caritatives et qui achetait chaque année le titre des hommes d'affaires de l'année. Mais moi, je m'intéressais au visage qui se cachait sous le masque. Un homme qui avait autant d'argent liquide dans ses poches, qui le distribuait comme de la monnaie, qui enfreignait les règles avec autant d'insouciance, ne pouvait pas avoir un passé commercial irréprochable. L'arrogance est la plus grande faiblesse des criminels. Ils se croient intouchables et c'est pourquoi ils commettent des erreurs. Henri avait commis sa première erreur aujourd'hui, il s'était attaqué à la mauvaise personne. Il était 9 heures du soir lorsque je suis arrivé devant les lourdes portes en fer du commandement. Le jeune sergent de la Guérite a d'abord hésité en me voyant arriver en civil et avec ma vieille voiture. Mais lorsque je lui ai tendu ma carte d'identité, ses yeux se sont écarquillés. Il s'est immédiatement ressaisi et m'a salué avec fermeté. « Bonsoir, colonel. »« Bonsoir, sergent. » « Ne l'inscrivez pas dans le registre. Il s'agit d'une visite non officielle. » Ai-je répondu. Ma voix était très différente de celle de la femme sur le quai. Cette voix avait disparu, remplacée par un ton d'acier, habitué à donner des ordres. Avant d'entrer dans mon bureau, je croisai le lieutenant Pierre devant le distributeur automatique dans le couloir. Pierre était mon bras droit. Jeune, intelligent, c'était un magicien des systèmes informatiques. Il fut surpris de me voir, une tasse de café à la main. « Colonel, nous ne vous attendions pas. Votre permission. Elle est terminée? » Ma permission a été annulée, Pierre. Dis-je en continuant à marcher. Apportez-moi dans 10 minutes tout ce que vous avez sur Henri Valmont et sa société Valmont Logistique. Pas seulement les dossiers officiels. Les rumeurs, les affaires classées, les marchandises bloquées à la douane mais qui ont été libérées d'une manière ou d'une autre. Je veux tout. Pierre comprit, en voyant l'expression de mon visage, qu'il ne devait pas poser de questions. Il se contenta d'acquiescer. À vos ordres. Je suis entré dans mon bureau. Je n'ai pas allumé la lumière. Seule la faible lueur de la lampe de bureau éclairait la pièce. Je n'avais pas enfilé mon uniforme, mais lorsque je me suis assis dans mon fauteuil, je ne sentais plus le poids de mes vêtements mouillés et salés. J'ai allumé mon ordinateur et je me suis connecté à la base de données nationale. Le curseur qui clignotait à l'écran était comme les battements du cœur d'Henri. « Voyons voir, monsieur Valmont. » ai-je murmuré. « Que cache-t-on derrière ce yacht rutilant et ces bouteilles de champagne hors de prix ?» Lorsque Pierre entra dans la pièce, une tablette à la main, l'écran affichait le casier judiciaire vierge d'Henri. Mais le visage de Pierre trahissait l'excitation d'un chasseur qui a flairé sa proie. « Colonel, dit-il en posant la tablette sur la table, officiellement, cet homme est un saint. Mais quand on creuse un peu, il y a un schéma intéressant. Au cours des 5 dernières années, les navires appartenant à Valmont Logistique ont signalé 12 fois des pannes techniques sur la route de l'Afrique du Nord et sont restés immobilisés pendant des heures dans les eaux internationales. Et à chaque fois, ces pannes se sont produites juste en dehors de la zone de couverture radar. Je plissai les yeux. Dames arrêts hors de la portée du radar. Oui, répondit Pierre. Et plus intéressant encore, dans les ports où ces navires ont accosté, on constate une augmentation statistique des signalements de personnes disparues à la police locale. Mais aucune preuve n'a jamais été trouvée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. Un homme d'affaires arrogant, une abondance d'argent liquide, un mépris des règles et des navires hors de portée des radars. Henri Valmont n'était pas seulement un dandy. Si mes soupçons étaient fondés, il était au cœur de l'un des réseaux les plus sombres de la Méditerranée. Et cette nuit-là, en percutant mon petit bateau sans valeur, il n'avait pas seulement troublé ma tranquillité, il avait mis le feu aux poudres d'une enquête qui allait causer sa perte. Je regardais le sac fermé à clé posé sur mon bureau, contenant 5 000 €. Pierre, dis-je sans quitter l'écran des yeux, apporte-moi le programme des patrouilles des gardes-côtes et les registres portuaires du yacht L'Empereur. Je peux te garantir qu'on ne se contentait pas de sabrer le champagne sur ce yacht. Pierre s'arrêta alors qu'il se dirigeait vers la porte. Colonel, cet homme a des amis très puissants. À la préfecture, voire à Paris. Si nous nous en prenons à lui. Je me tournai vers lui. La lumière de la lampe éclairait la moitié de mon visage, laissant l'autre moitié dans l'ombre. Dites-lui d'amener ses amis, dis-je d'une voix glaciale. Nous avons assez de menottes pour tout. Le jeu commençait vraiment. D'un côté, un baron du crime caché derrière son argent et son influence, de l'autre, un colonel qui n'avait plus rien à perdre, dont la fierté était blessée. Selon vous, quel est le véritable secret que Henri cache dans son yacht?
Je veux lire vos suppositions dans les commentaires, car la vérité qui va bientôt être révélée sera pire que vos suppositions les plus sombres. J'ai passé la nuit au bureau. À l'aube, j'avais devant moi la carte de la vie d'Henri Valmont, et j'avais déjà déterminé l'endroit où je placerais le 10e. Sur cette carte, lorsque les premières lueurs du jour ont éclairé les navires de guerre gris du port militaire de Toulon, j'en étais déjà à ma 3e tasse de café. Pierre et les 3 officiers de confiance que j'avais choisis nom de code l'équipe de l'ombre étaient rassemblés autour de mon bureau. L'air était chargé non seulement de café et de vieux dossiers, mais aussi de l'électricité d'une tempête imminente. La situation est plus complexe que nous le pensions, colonel, dit Pierre d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il désigna les images satellites projetées sur l'écran. Le yacht d'Henri Valmont, l'Empereur, prévoit de lever l'ancre vers 10 heures ce matin. Officiellement, sa destination est la Corse. Mais, il posa son doigt sur la fine ligne qui marquait le début des eaux internationales sur la carte. Si l'on en juge par le ravitaillement en carburant et en provisions, la Corse n'est qu'un prétexte. Ce navire se prépare à prendre la mer. Et s'il franchit cette ligne, s'il atteint les eaux internationales, il sortira de notre zone de compétence. À partir de ce moment-là, peu importe ce qu'il transporte, nous ne pouvons plus y toucher. J'ai regardé l'heure, 7h15. Il nous restait 2h45. C'était un délai impossible pour faire tourner les rouages de la bureaucratie. Obtenir un mandat de perquisition pouvait prendre des jours, voire des semaines. Surtout pour un homme comme Henri Valmont qui avait les numéros des ministres et des sénateurs dans son répertoire téléphonique. Mais j'étais un soldat qui savait quand appliquer les règles et quand les contourner. Passez-moi le procureur Marsay, ai-je dit. Les officiers présents dans la pièce regardèrent. Le procureur Marsay était connu sous le nom de Monsieur Procédure. Il était réputé pour annuler les opérations au moindre détail. Lorsque le téléphone fut connecté, la voix endormie et agacée de Marsay se fit entendre. Colonel Loisel, j'espère que la raison pour laquelle vous m'appelez à cette heure matinale est une crise nucléaire menaçant la sécurité nationale. Mieux que cela, monsieur le procureur, répondis-je d'une voix si déterminée qu'elle aurait pu geler la ligne téléphonique. J'ai devant moi un navire soupçonné de trafic international qui a déjà échappé 12 fois au radar et qui s'apprête à prendre la fuite. Et j'ai entre les mains 5 000 € en espèces, avec des empreintes digitales, que le propriétaire de ce navire a tenté de me donner en pot de vin. Marsay marqua une pause. Tu parles d'Henri Valmont? Mathilde, tu sais qui est cet homme. Si cette opération échoue, si nous ne trouvons rien d'illégal sur ce navire, nous finirons tous les deux notre retraite comme gardiens de phare. Le préfet me dévoreur à tout cru. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment où je mettais ma carrière en jeu. Jean, dis-je en l'appelant par son prénom pour la première fois. Il y a quelque chose sur ce bateau. Je le sens, non pas en tant que policière, mais en tant que femme. Hier, il m'a regardé dans les yeux et a cru qu'il pouvait m'acheter. Cet homme a peur, Jean. Seuls les criminels sont aussi arrogants et généreux. Donne-moi cette signature. Si je me trompe, je déposerai ma démission en personne sur ton bureau. Il y eut un long silence douloureux à l'autre bout du fil. Je n'entendais que sa respiration. Finalement, j'entendis le bruit d'un papier qui froissait. Je vous envoie l'ordre. Mais Mathilde, que Dieu vous vienne en aide. Car si ce bateau est vide, je ne pourrai pas vous aider. Lorsque le téléphone raccrocha, la tension dans la pièce fit place à une pure montée d'adrénaline. Je me levai. Vous avez entendu, messieurs, dis-je. Le nom de l'opération est Némésis. Préparez-vous. Je quittai la pièce et me dirigeai vers le vestiaire. La femme vulnérable en robe de lin mouillé de la veille avait disparu. J'ouvris mon armoire. Je ne pris pas mon uniforme de cérémonie bleu marine, repassé au fer, mais mon uniforme d'opération. Mais je fus plus minutieuse que d'habitude en épinglant les insignes sur mes épaules, les barrettes de leu sur ma poitrine et en attachant mon pistolet de service à ma ceinture. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai attaché mes cheveux à un chignon serré. J'ai mis ma casquette. Le reflet devant moi n'était pas cette vieille pêcheuse, dont Henri Valmont s'était moqué la veille. Devant moi se tenait l'épée de la justice de la République française. Qu'y a-t-il de plus satisfaisant que de voir le moment où une personne réalise qu'elle a commis la plus grande erreur de sa vie? Henri Valmont va bientôt découvrir qui est réellement le propriétaire de ce petit bateau. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette rencontre et être témoin du triomphe de la justice. Car les choses vont bientôt s'échauffer. Il est 9 heures. Dans la partie militaire du port, 2 bateaux d'intervention rapide portant l'inscription gendarmerie maritime ont démarré leur moteur. Leur coque grise se dressa sur l'eau comme des requins. Je me suis rendu dans la cabine du capitaine du bateau de tête, la Glaive. Approche silencieuse. Ai-je ordonné par radio. Pas de sirène. Pas de lumière. Nous allons bloquer la sortie du port. Quand il nous verra, il n'aura nulle part où s'enfuir. La mer était calme.
La mer agitée et chaotique de la veille avait disparu, laissant place à un calme avant la tempête. Alors que nous glissions vers le port d'Antibes, j'observais l'empereur à travers mes jumelles. Il y avait une activité intense sur le yacht. L'équipage détachait les amarres et transportait à l'intérieur les derniers équipements qui se trouvaient sur le pont. Henri, toujours au même endroit, sur le pont supérieur, criait après les travailleurs, une tasse de café à la main. Il voulait probablement rejoindre les eaux internationales au plus vite pour se détendre. Lorsque nous sommes arrivés à l'entrée du port, Pierre s'est tourné vers moi. Nous sommes à portée, colonel. Vous avez l'autorisation d'intervenir. La proue du bateau d'Henri se tourna vers la sortie du port. Les moteurs rugirent. Il était sur le point de prendre de la vitesse et de se lancer vers le large camp. Maintenant, ai-je dit. Deux bateaux des gardes-côtes ont coupé sa route, fermant l'entrée du port dans un synchronisme parfait. Nos gyrophares bleus se sont allumés simultanément. Nos sirènes ont retenti, déchirant le silence du matin. Ce son n'était pas seulement un avertissement. C'était le glace qui sonnait pour Henri Valmont. L'empereur a dû freiner brusquement. La proue du bateau s'est enfoncée dans l'eau. Je pris le mégaphone. Ma voix résonna dans tout le port. À la même distance qu'il m'avait crié dessus la veille, c'était maintenant moi qui lui criais dessus. Mais cette fois, ma voix ne contenait aucune supplication. Monsieur Valmont, arrêtez immédiatement vos moteurs et rassemblez votre équipage sur le pont. Il s'agit d'un contrôle des gardes-côtes. J'ai vu son visage dans mes jumelles. La tasse de café lui a échappé des mains. Je n'ai pas entendu la porcelaine se briser sur le pont, mais je pouvais le voir. Il a plissé les yeux, regardant les bateaux derrière les lumières bleues, les inscriptions JANDARMA. Au-dessus de nous. Au début, il n'a pas compris. Il pensait qu'il s'agissait d'un contrôle de routine. Son visage a pris cette expression dégoûtée, encore ces bureaucrates. Notre bateau s'est approché de son immense yacht. Mon équipe d'abordage a lancé les grappins et s'est accrochée à l'échelle du yacht. J'étais en tête. Lorsque j'ai posé le pied sur le pont en tête de son yacht valant plusieurs millions de dollars, le bruit sourd de mes bottes a couvert le son de la musique. Henri apparut en haut de l'échelle. Son visage était rouge écarlate. « Qu'est-ce que vous croyez faire » a-t-il crié en s'avançant vers moi. « Qui je suis » Il n'a pas pu finir sa phrase. J'ai levé la tête. Sous la visière de mon chapeau, je l'ai regardé dans les yeux. Il lui a fallu 3 secondes pour reconnaître le visage de la femme qu'il avait traitée de femme de pêcheur, et sur laquelle il avait jeté de l'argent là. Veille. 1. Ses yeux s'agrandirent. 2. Son teint devint plus pâle que son vin blanc le plus cher. 3. Son regard se posa sur les insignes de colonel à mon épaule, puis sur l'arme à ma ceinture, puis à nouveau sur mon visage. Vous, murmura-t-il. Sa voix tremblait. Mais, vous. Je fis un pas vers lui. Il n'y avait qu'un demi-mètre entre nous. Son odeur était un mélange de parfum coûteux et de peur. Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un requin avant de mordre sa proie. « Bonjour, monsieur Valmont, dis-je d'une voix glaciale. Je crois que nous n'avons pas eu l'occasion de faire connaissance hier. Je suis le colonel Mathilde Loisel, et j'ai bien peur que nous devions procéder à une petite fouille de votre bateau. Et cette fois, je ne pense pas que votre petite monnaie puisse vous sauver. » Derrière moi, Pierre et 6 gendarmes commandos en tenue complète ont déverrouillé leurs armes. Ce clic a marqué le moment où le monde d'Henri s'est effondré. Mais le véritable choc ne faisait que commencer, car ce que nous allions trouver sur le yacht d'Henri ne se limiterait pas à la contrebande. Henri Valmont, à genoux sur le pont, les mains sur la tête, devant son équipage, n'était plus le fier empereur, mais un rat acculé dans un coin. Il essayait pourtant encore de montrer les dents. « Ce que vous faites est illégal », siffla-t-il, des gouttes de sueur coulant de son front sur ses lunettes de soleil hors de prix. « Mon avocat est en train d'appeler le ministre de la Justice. Dans 10 minutes, ils vous enlèveront votre uniforme et vous feront gardien de parking. » Je me suis penché vers lui et j'ai baissé le volume de mon talkie-walkie. « Monsieur Valmont, ai-je dit d'une voix calme, vous vous trouvez actuellement sur un navire au passé douteux qui tente de pénétrer dans les eaux internationales. En vertu de l'article 110 du droit maritime, je suis à présent le capitaine, le juge et le dieu de ce navire. Et votre ami le ministre ne répond pas à vos appels parce qu'il a probablement lu le rapport préliminaire que je lui ai envoyé ce matin et qu'il a peur que son nom soit associé au vôtre. » Son visage est devenu livide. Il se demandait si je bluffais ou non. Mais la détermination dans mon regard lui a donné la réponse. « Commencez les recherches. » Ai-je ordonné à mon équipe. Pas seulement les placards, les panneaux, sous les planchers, les conduits d'aération. Vous allez fouiller ce navire jusqu'à ses entrailles. L'opération a commencé avec une précision chirurgicale. Mes soldats avançaient avec professionnalisme, passant au crible des meubles italiens valant des millions de dollars, des tapis tissés à la main et des œuvres d'art. Notre équipe cynophile baron reniflait partout dans les cabines luxueuses.
Au cours de la première demi-heure, nous avons trouvé de l'argent liquide au-delà de la limite légale et quelques armes non enregistrées. Cela allait causer des ennuis à Henri, mais pas suffisamment pour l'envoyer derrière les barreaux. Il s'en tirerait avec une simple amende. Et je pouvais voir sur le visage d'Henri un rictus de soulagement. Vous voyez, dit-il avec insolence. Quelques milliers d'euros et mon fusil de chasse. Tout ce cirque pour ça? Maintenant, quitter mon bateau. Il avait peut-être raison. Si j'avais été quelqu'un qui se contentait de croire ce qu'il voyait, il aurait peut-être eu raison. Mais j'étais obsédé par les détails. J'ai ouvert les plans du bateau sur ma tablette. L'Empereur était un yacht construit sur mesure. Sur les plans, un couloir de 12 mètres séparait la cabine principale de la salle des machines. Mais lorsque j'ai placé mon appareil de mesure laser à l'entrée et à la sortie du couloir, il indiquait 10,5 mètres. Il manquait 1,5 mètre. Sur un yacht gigantesque, 1,5 mètre n'est pas une marge d'erreur. C'est une cachette. Je me suis dirigé vers le mur recouvert de velours au bout du couloir. Je pouvais sentir que la respiration d'Henri avait changé, que son calme trompeur avait laissé place à la panique, sans même l'entendre. Pierre, dis-je en pointant le laser vers le mur. Ce mur n'apparaît pas sur les plans. Qu'y a-t-il derrière? Henri a soudainement essayé de se lever. Vous ne pouvez pas toucher là. C'est le mur de soutènement du navire. Si vous le percez, le navire prendra l'eau et nous coulerons. 2 soldats le saisirent par les épaules et le remirent à sa place. Cette explosion soudaine d'Henri était pour moi un aveu. Les murs de soutien n'étaient pas recouverts de velours. Et les propriétaires du navire ne transpiraient pas autant, même si leur navire coulait. Ils appelaient la compagnie d'assurance. Henri essayait de protéger son secret, pas sa vie. Je frappai le mur. Il aurait dû y avoir un son sourd. Mais le son qui en sortit criait qu'il était creux. Apportez la perceuse. Ai-je dit, à votre avis, que pouvait bien cacher cet espace secret d'1,5 mètre? De la drogue? Ou quelque chose de plus sombre qu'un homme comme Henri devait cacher même aux autorités? Écrivez vos suppositions. Car la mèche de la perceuse est sur le point de toucher le mur. Lorsque la mèche vrombissante a percé le revêtement en velours coûteux et la fine couche de bois en dessous, Henri a fermé les yeux. C'était comme si la perceuse s'enfonçait dans sa propre chair. Pierre a introduit la caméra endoscopique dans le trou qu'il venait de percer. Nous étions tout rivés à l'écran de la tablette. À l'écran, une pièce sombre et métallique apparut. Dames étagères. Et sur les étagères, des coffres-forts en acier spécialement protégés. Et plus intéressant encore, au milieu de la pièce, une immense armoire serveur équipée d'un système de refroidissement. Ce n'est pas une salle des coffres, dit Pierre avec étonnement. Colonel, c'est un centre de données. Une boîte noire mobile. Abattez le mur. Ai-je dit. À mesure que les coups de marteau détruisaient ce décor luxueux et impeccable, l'empire d'Henri Valmont s'effondrait à chaque coup. Lorsque le mur fut abattu, le spectacle qui s'offrit à nous dépassait de loin une simple affaire de contrebande. Les étagères ne contenaient pas seulement des lingots d'or ou des billets de banque. Dans des vitrines en verre se trouvaient des statuettes antiques inestimables qui avaient été volées dans des musées internationaux. Mais la véritable bombe, c'était ce serveur. Pierre s'est immédiatement connecté au serveur. Ses doigts volaient sur le clavier tandis que son visage devenait livide. « Colonel, dit-il d'une voix tremblante, cela ne concerne pas seulement la société d'Henri. Ici, il y a des données cryptées sur des marchés publics, des cassettes de chantage et, mon Dieu, des données en temps réel sur les routes de trafic d'êtres humains en Afrique du Nord. Cet homme n'est pas un passeur. Cet homme est un organisateur. » Je me tournai vers Henri. Il n'était plus monsieur. Il n'était plus qu'un criminel. Les épaules affaissées, la tête baissée. Je crois que nous comprenons maintenant pourquoi un pot de vin de 500 € n'était pas suffisant, Henri, dis-je. Tu n'as pas essayé d'acheter mon silence, mais mon âme. Malheureusement pour toi, c'est un objectif bien trop ambitieux. À ce moment-là, la voix du soldat sur le pont retentit dans la radio colonel. 3 bateaux rapides s'approchent de nous sur le radar. Ils n'ont pas d'identifiant. Et ils semblent armés. Henri leva la tête. Une dernière lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Ce sont mes sauveurs, dit-il avec un sourire tordu. Je vous avais dit que j'avais des amis. Et eux, contrairement à vous, ne se conforment pas aux procédures de l', colonel. Maintenant, la vraie question est voulez-vous sortir vivant de ce navire? Je fronçai les sourcils. La situation était sur le point de dégénérer en confrontation. Le sourire tordu sur le visage d'Henri Valmont était ce qui m'énervait le plus. Nous étions encerclés, les armes pointées sur nous, mais il était détendu, comme s'il était un cocktail. Mes amis sont un peu nerveux, colonel, dit-il en agitant ses mains menottées dans ma direction. Ce sont d'anciens légionnaires. Ils ne ressemblent pas à vos gardes-côtes. Maintenant, si vous libérez ce serveur et moi-même, ils vous laisseront peut-être regagner la côte à la nage. Je levai mes jumelles. 3 zodiacs noirs approchaient, tournant autour de l'empereur comme des requins.
Les hommes à bord étaient masqués et armés de fusils automatiques. Ce n'étaient pas des amateurs. Leur posture et leur maniement des armes montraient clairement qu'ils étaient des professionnels. Henri avait raison, c'étaient des mercenaires. Et mon équipe, seulement 6 gendarmes et Pierre. Nous avions des pistolets et des mitraillettes légères, mais en pleine mer, sous le feu croisé, nous n'avions guère de chance. Pierre était livide. Colonel, ils nous appellent par radio. Ils disent rendez-vous ou nous vous coulerons. Que faisons-nous? Même si nous appelons des renforts, ils mettront 20 minutes à arriver. Henri éclata de rire. 20 minutes, c'est très long, Pierre. D'ici là, vous serez de la nourriture pour les poissons. Je pris une profonde inspiration. Je remplis mes poumons d'air marin. De la peur? Non. Juste cette concentration froide que procure le fait de savoir que c'est à moi de jouer sur cet échiquier. Pierre. Dis-je, le calme de ma voix faisant taire le rire d'Henri. Démonte le serveur et mets-le dans le sac par balle. Sergent, descendez le prisonnier dans la salle des machines. Si un seul coup de feu est tiré, il sera la première cible. Henri paniqua. Quoi? Vous allez m'utiliser comme bouclier. C'est un crime de guerre. Je m'approchai de lui et le regardai dans les yeux. Vous venez de menacer de tuer mes soldats, monsieur. Les règles de la guerre s'appliquent dès que la guerre est déclarée. Pendant que mes soldats traînaient Henri vers le bas, je suis monté sur le pont. J'ai pris le mégaphone. Le vent soufflait fort. Depuis l'un des bateaux en contrebas, l'homme masqué qui semblait être leur chef a pointé son arme sur moi. Dernier avertissement. A-t-il crié, sa voix couvrant le bruit du moteur. Déposez les armes et quittez le navire. J'ai souri. C'était un sourire qu'Henri ne pouvait pas voir, car Henri avait oublié une réalité sur laquelle j'avais bâti ma carrière, un colonel ne partirait jamais en opération sans avoir un plan. B. La scène que vous allez voir dans quelques instants prouvera la différence entre le pouvoir que l'argent peut acheter et le véritable pouvoir de l'État. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour découvrir l'atout majeur de Mathilde et insister à la victoire de ce génie tactique. Car le ciel va bientôt gronder. J'ai porté le mégaphone à mes lèvres. Attention, ai-je crié. Je suis le colonel Mathilde Loisel. Vous pointez actuellement vos armes sur un navire et son équipage appartenant à la République française. Il s'agit d'un acte de piraterie passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Dames rires moqueurs se font entendre en bas. Vous croyez nous faire peur, ma vieille? Feu à volonté. Alors que leur chef s'apprêtait à appuyer sur la gâchette, j'ai appuyé sur le bouton de ma petite radio noire. Code Zeus. Maintenant, à cet instant, le temps sembla s'arrêter. D'abord, il y eut un bruit. Ce bruit familier qui fait vibrer la poitrine et déchire l'air. Une ombre gigantesque apparut derrière la poupe du l'empereur, juste devant le soleil. Lorsque les mercenaires levèrent la tête, il était déjà trop tard. L'hélicoptère militaire de type A565 Panthère, décollé de la base navale de Toulon, descendit comme un faucon au-dessus de nous. La porte latérale de l'hélicoptère était ouverte et, à l'entrée, le tireur d'élite, armé d'une mitrailleuse lourde, avait braqué son canon directement sur les bateaux en contrebas. Le vent créé par l'hélicoptère était si violent qu'il aurait pu faire chavirer les petits bateaux en dessous. L'eau de mer moussait, les mercenaires perdaient l'équilibre. La voix du pilote a retenti dans le haut-parleur de l'hélicoptère. Déposez les armes. Sinon, nous ouvrirons le feu sans sommation. Les tueurs professionnels à bord des bateaux, ces légionnaires invincibles, se figèrent à la vue de ce monstre d'acier au-dessus de leur tête. Leurs fusils automatiques faisaient pâle figure face à la mitrailleuse lourde de l'hélicoptère. Henri. Ils regardaient probablement par le hublot inférieur. Et ils regardaient ses amis. Jeter leurs armes à la mer et mettre les mains sur la tête. Pierre, dis-je dans la radio. Ramassez les zodiacs. Nous n'aurons peut-être pas assez de menottes, utilisez les câbles d'amarrage. Je me suis arrêté sur le pont et j'ai laissé le vent souffler dans mes cheveux. L'hélicoptère planait au-dessus de nous, tel un symbole d'acier de notre victoire. Quand ils remontèrent Henri, il était incapable de marcher. Ses genoux avaient lâché. Ses lunettes de soleil avaient disparu et sa chemise coûteuse était trempée de sueur. L'hélicoptère, murmura-t-il. Tu as fait venir l'hélicoptère pour ça? Je m'approchai de lui. Mon visage n'exprimait ni l'ivresse de la victoire ni la colère. Seulement l'expression fatiguée mais fière d'un soldat qui avait accompli sa mission. Monsieur Valmont, dis-je, vous avez l'habitude de tout mesurer en termes d'argent. Le coût du carburant, le prix des balles. Mais vous oubliez une chose. La justice n'a pas de prix. Si nécessaire, un hélicoptère, si nécessaire, toute la marine. J'utiliserai tout ce qu'il faut pour vous sortir de ce trou. Je lui ai montré du doigt les navires de soutien des gardes-côtes qui apparaissaient à l'horizon. Maintenant, ai-je dit, notre véritable voyage commence. Et croyez-moi, votre cabine luxueuse va vous manquer. Henri s'est effondré. Il avait compris. Ce n'était pas seulement une arrestation. C'était la fin de son monde.
Ses mercenaires avaient été arrêtés, son navire saisi, ses archives secrètes confisquées. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Ce serveur que nous avions trouvé sur le bateau, les données qu'il contenait allaient brûler non seulement Henri, mais aussi les personnalités bien plus importantes qui tiraient les ficelles. Et je n'avais pas l'intention de lâcher prise. Notre destination est Toulon. Ai-je ordonné au capitaine. Et appelé le procureur. Dites-lui que nous avons attrapé un gros poisson. Un très gros poisson. Lorsque nous avons accosté au port militaire de Toulon, le quai ressemblait à un plateau de cinéma. Mais cette fois-ci, je n'étais pas le réalisateur. Les gyrophares bleus des voitures de police rivalisaient avec les flashs des journalistes. Henri Valmont, menotté, avait déjà revêtu son masque familier des hommes d'affaires victimes. Il souriait aux caméras, gardait la tête haute et marchait comme s'il se rendait à une cérémonie de remise de prix plutôt qu'à son arrestation. « C'est un malentendu !» criait-il aux journalistes. « C'est un complot !» Le colonel Loisel a outrepassé ses pouvoirs. En le regardant, j'ai senti un goût amer dans ma bouche. Je savais. Une armée d'avocats était en route. Et pire encore, ses amis avaient déjà commencé à passer des coups de fil. Nous avons emmené Henri dans la salle d'interrogatoire numéro 3, au sous-sol du quartier général. Cet endroit était à des années-lumière du luxe de l'empereur. Une pièce froide, sans fenêtre, aux murs gris, avec une table métallique et 2 chaises vissées au sol. La seule vue possible était votre propre reflet dans un miroir sans teint. Quand je suis entré, Henri était assis à la table, sa cravate défaite. En me voyant, son sourire arrogant s'est étendu sur son visage. « Ah, colonel, dit-il. Enfin, avant que mon avocat n'arrive, je voudrais vous faire une proposition. Si vous mettez fin à cette absurdité maintenant, vous pourrez sauver votre carrière. Vous pourriez même obtenir une promotion et avoir quelque chose de mieux que votre petit bateau. » Je m'assis en face de lui. Je posai le dossier sur la table. Le silence de la pièce n'était rompu que par le ronronnement de la climatisation. « Monsieur Valmont, dis-je d'une voix calme, vous ne comprenez toujours pas la situation. Vous n'êtes pas un suspect. Vous êtes une preuve. » Pierre frappa à la porte et entra. Il tenait une tablette dans ses mains. Ses yeux étaient rougis par la fatigue, mais brillaient d'excitation. Il se pencha vers moi et me murmura à l'oreille, « Colonel, nous avons franchi le premier pare-feu du serveur. Le cryptage est plus complexe que nous le pensions. Mais nous avons pu voir certains noms de dossiers à l'intérieur. » Il posa la tablette devant moi. Je regardai l'écran. Et à cet instant, je sentis mon sang se glacer. Les noms des dossiers n'étaient pas des itinéraires de contrebande ou des codes de drogue. Les noms des dossiers étaient financement du Sénat, appel d'offres du ministère 2023, réseau judiciaire paiement. J'ai levé la tête et j'ai regardé Henri. Cet homme n'était pas un trafiquant. Cet homme était la caisse noire de la bureaucratie française. Ce bateau n'était pas seulement un moyen de transport. C'était une banque flottante et un centre de chantage. Henri ne laissa pas paraître qu'il avait vu la tablette. Mais je surpris une lueur de peur dans ses yeux. « Ces noms vous rapporteront gros, colonel, » dit-il d'un ton grave. « Si vous ouvrez ces dossiers, les monstres qui s'en échapperont vous dévoreront. Je ne suis qu'un intermédiaire. Si vous me brûlez, la moitié de la France brûlera avec moi. En avez-vous le courage ?» À ce moment précis, le téléphone de la pièce sonna. Cette ligne était connue sous le nom de ligne rouge. Elle n'était utilisée que pour les appels urgents provenant du ministère ou de l'état-major. Henri sourit. « Voilà, dit-il. Je te l'avais dit. Le téléphone sonne, colonel. Et je parie que la personne qui appelle va t'ordonner de me libérer. » Je tendis la main vers le combiné. Mes mains ne tremblaient pas, mais mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. « Colonel Loisel. » dis-je. La voix à l'autre bout du film était familière. Très familière. C'était celle du secrétaire d'État à la justice. À Paris. Un homme que j'avais eu en cours à l'académie il y a des années et que je respectais beaucoup. « Mathilde. » dit-il d'une voix paternelle mais ferme comme l'acier, « vous commettez une grave erreur. Je vous demande de remettre immédiatement cet homme et tout le matériel numérique que vous avez saisi à l'équipe spéciale venue de Paris. Il s'agit d'une question de sécurité nationale. » Mon regard se posa sur Henri. Il me regardait d'un air triomphant. Il avait raison. Le système s'était mis en branle pour protéger ses propres enfants. « La sécurité nationale, monsieur le secrétaire d'État, » dis-je en élevant la voix pour qu'Henri puisse m'entendre. Ou plutôt la sécurité de certaines carrières. Il y eut un silence glacial à l'autre bout du fil. « Vous désobéissez à un ordre, colonel. Vous en connaissez les conséquences. Ces dossiers sont désormais classés secret défense. Quittez cette pièce et remettez le prisonnier. » Je raccrochai lentement le téléphone. La pièce fut plongée dans un silence de mort. Henri se cala dans son fauteuil. « Vous avez vu ?» dit-il. « La partie est terminée, Mathilde. Vous êtes une bonne soldate, mais vous vous battez dans le mauvais camp. Maintenant, détachez-moi. » Je me suis levé de ma chaise.
J'ai regardé dans le miroir Pierre et son équipe qui nous observaient. Puis je me suis tourné vers Henri. Vous avez raison, monsieur Valmont, dis-je. L'ordre est très clair. On me demande de vous livrer, vous et les dossiers. Henri poussa un soupir de soulagement. Bravo, c'est une décision judicieuse. Je pris la tablette posée sur la table. Je souris en regardant Henri dans les yeux. Mais vous oubliez une chose. Si je raccroche le téléphone, je n'aurai pas entendu l'ordre. Et sur mon bateau, les procédures sont un peu différentes. Que faites-vous lorsque tout un système se dresse contre vous? Vous vous soumettez ou vous prenez le risque de tout brûler? La décision que Mathilde s'apprête à prendre va changer non seulement sa carrière, mais aussi l'agenda de tout le pays. Pour soutenir cette décision courageuse, laissez un emoji flamme dans les commentaires. J'ai ouvert la porte de la salle d'interrogatoire et j'ai appelé Pierre. Pierre, as-tu fait une copie de ce serveur? Pierre a secoué la tête, surpris. Oui, colonel, mais... Bien, ai-je dit. Maintenant, prends cette copie et transmets-la par erreur à 3 journalistes de confiance de la presse nationale. Pas sous forme cryptée. En texte clair. Henri bondit de sa chaise. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Ils vont te détruire. Je lui tournai le dos. Ils peuvent me détruire, Henri, dis-je. Mais ils ne peuvent pas détruire Internet. Les masques sont tombés. Voyons voir si tes amis si fiables viendront te sauver quand leurs noms feront la une des journaux. En sortant, les cris qu'Henri poussa derrière moi n'étaient pas des cris de victoire, mais les dernières sirènes d'un navire en train de couler. J'avais déclenché la guerre. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorsque je suis sorti de la salle d'interrogatoire et que j'ai mis le pied dans le couloir, Pierre m'attendait, le visage livide. La tablette qu'il tenait dans ses mains tremblait. Colonel, je l'ai envoyé, a-t-il dit d'une voix presque inaudible, au rédacteur en chef des 3 grands journaux et à un consortium de recherche indépendant. Les dossiers Valmont sont désormais dans le cloud. À ce moment-là, l'atmosphère dans le poste de commandement a changé. D'abord, un seul téléphone a sonné, puis un autre. Et en quelques secondes, les 20 téléphones du centre d'opération se sont mis à sonner simultanément comme une symphonie assourdissante. Les télécopieurs fonctionnaient, les notifications s'affichaient sur les écrans d'ordinateur. C'était moi qui avais fait ça. J'avais retiré la goupille et laissé la bombe sous la table. Sur l'écran géant au bout du couloir, le bandeau dernière nouvelle de BFM TV, la plus grande chaîne d'information française, est apparue. La voix du présentateur était enthousiaste, le plus grand scandale de corruption de l'histoire de la France. Documents provenant d'un yacht saisi à Toulon ont provoqué un séisme au sein des hautes sphères du gouvernement. Selon certaines allégations, des membres du Sénat et certains responsables ministériels blanchiraient de l'argent sale via la société Valmont Logistique. J'ai souri. Les amis d'Henri n'étaient plus occupés à le sauver. Ils essayaient de sauver leur peau. Mais je n'avais pas le temps de célébrer ma victoire. Le bruit d'un hélicoptère atterrissant dans la cour du commandement couvrait le bruit des téléphones. Ce n'était pas un hélicoptère des gardes-côtes. C'était un hélicoptère Puma, noir, sans aucun signe distinctif, à l'exception d'un petit emblème national sur la queue. À l'équipe de nettoyage du ministère de l'Intérieur. Les 5 hommes qui descendirent de l'hélicoptère, vêtus de costumes noirs et équipés d'écouteurs, semaient la mort autour d'eux en traversant la cour. Je reconnus le premier d'entre eux, un homme grand aux cheveux gris. L'inspecteur Renard, surnommé Censure, l'homme chargé de nettoyer les saletés que l'État voulait balayer sous le tapis. Il s'est dirigé droit vers moi. Il était suivi de 2 officiers de la police militaire. Pierre a essayé de se mettre devant moi, mais je l'ai attrapé par l'épaule et l'ai écarté. C'était mon combat. Colonel Mathilde Loisel, dit Renard en me regardant comme si j'étais une criminelle. Il tenait une enveloppe scellée dans sa main. Conformément à l'ordre numéro 44B du ministère de l'Intérieur, vous êtes à partir de maintenant relevé de vos fonctions. Vos grades sont suspendus. Vous êtes placé en détention pour trahison et divulgation de secrets d'État. Il fit signe aux soldats derrière lui. Prenez son arme et ses papiers. Mes propres soldats, ma propre équipe qui nous entourait, observaient la scène, sous le choc. Certains ont porté la main à leur arme. Renard s'en est aperçu et a crié « Non, votre colonel est désormais un traître. Quiconque lui vient en aide sera traduit en cour martiale. » Je sortis lentement l'arme que je portais à la ceinture. Je l'ai tendue à Renard. « Un traître » ai-je dit, ma voix résonnant dans la cour. Mon seul crime est d'avoir révélé au public les magouilles que vous cachez. Ces dossiers montrent comment l'argent destiné à l'hôpital pour enfants a été détourné vers le yacht d'Henri, inspecteur. L'avez-vous lu, ou vous contentez-vous d'exécuter les ordres? Le visage de Renard se crispa. Mettez-lui les menottes. Les agents de sécurité s'approchèrent avec hésitation. Je tendis les mains. Lorsque le métal froid toucha mes poignets, je ne ressentis pas la honte qu'Henri avait éprouvée. Au contraire, je ressentis un soulagement. J'avais accompli ma mission.
Ils commencèrent à me traîner vers l'hélicoptère. Mais à ce moment-là, un bruit étrange se fit entendre. Un bruit profond et sourd qui ne provenait ni de l'hélice de l'hélicoptère ni des sirènes. Il provenait de l'extérieur de la porte principale du commandement. Que se passe-t-il? A demandé Renard en criant dans son talkie-walkie. Une annonce est venue de la guérite à l'entrée, la voix était paniquée, monsieur. À la porte. Il y a du monde. Dame, centaines de personnes. Non, des milliers. La nouvelle s'était répandue si vite que les habitants de Toulon, poussés par la puissance des réseaux sociaux, avaient envahi le quartier général. Les slogans provenant de l'extérieur étaient désormais clairement audibles. MATHILD n'est pas seul. Jugez les voleurs, pas les héros. Renard hésita. Il était impossible de monter dans l'hélicoptère, car la foule poussait contre les barrières. Les caméras de télévision étaient garées devant la porte. Si on m'emmenait maintenant, dans cet état, cela ferait tomber le gouvernement. Les menottes au poignet, je me tournai vers Renard. Vous voyez, inspecteur, dis-je, vous pouvez m'arrêter. Vous pouvez me retirer mes grades. Mais vous ne pouvez pas faire taire les gens devant cette porte. La guillotine numérique est tombée. Et cette fois, les victimes ne seront pas le peuple, mais les élites. Que vous protégez. Renard regarde tour à tour la porte, moi, puis le téléphone qu'il tenait à la main. La personne au bout du fil lui criait probablement « Retirez-vous, la situation dégénère ». Parfois, une seule personne allume l'étincelle, mais c'est le peuple qui déclenche l'incendie. L'arrestation de Mathilde marquera-t-elle la fin ou la naissance d'une héroïne populaire? À sa place, iriez-vous vers cette porte? Montrez votre soutien à ce mouvement dans les commentaires. Renard serra les dents. Ce n'est pas fini, Loisel. Même si nous ne pouvons pas vous faire sortir d'ici, je vous enfermerai dans ce bâtiment. Vous serez jugé. Je suis prêt à être jugé. Dis-je, la tête haute. Et vous? Êtes-vous prêt à affronter le peuple? On m'a ramené à l'intérieur, dans la section des cellules où se trouvait Henri. Mais cette fois-ci, il y avait une différence. En passant dans le couloir, Henri m'a vu derrière les barreaux. J'avais les mains menottées, oui. Mais j'avais le sourire aux lèvres. Henri, quand elle lui regardait les informations à la télévision. À l'écran, il y avait sa photo et à côté, non pas la mention arrêtée, mais le chef d'une organisation criminelle. Et en dessous, les déclarations des ministres qui niaient le connaître. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Tes amis t'ont abandonné, Henri, lui ai-je dit. Tu n'es plus un homme d'affaires. Tu n'es plus qu'un bouc émissaire. Bienvenue. Quand je suis entré dans ma cellule, le bruit de la foule dehors ressemblait à une berceuse. Le plus dur de la guerre était terminé. Il était maintenant temps de savourer la victoire. Mais cette victoire ne se gagnerait pas dans la salle d'audience, mais dans les consciences. Dans l'immense salle lambrissée de chêne de la cour d'assises de Paris, l'air était irrespirable. Dehors, les voix des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur les marches du palais de justice traversaient les murs épais et résonnaient à l'intérieur comme un bourdonnement sourd. Sur leur banderole, un seul nom était inscrit, Mathilde. Nous étions assis côte à côte sur le banc des accusés, ou plutôt dans cette cage de verre. Seuls 2 gendarmes nous séparaient. Je portais un simple tailleur bleu marine, mes cheveux étaient comme d'habitude tirés en arrière, et je me tenais le dos droit. Mes menottes avaient été retirées, mais l'accusation de divulgation de secrets d'État pesait sur moi comme un nœud coulant invisible. Quant à Henri, il ne restait plus rien de l'empereur, de son yacht luxueux. En seulement 3 semaines, il avait vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient cernés, son costume coûteux lui allait désormais trop grand. Il se rongeait les ongles sans arrêt et chuchotait sans cesse à l'oreille de son avocat. Le président du tribunal était un juge aux cheveux gris et au regard sévère. Lorsqu'il frappait son marteau sur le bureau, les chuchotements dans la salle cessaient net. L'audience commence, dit-il. Le procureur, un jeune homme ambitieux nommé par le gouvernement, se leva. Il me désigna du doigt et commença à parler. Monsieur le juge, la femme qui se tient devant vous n'est pas une héroïne. C'est une anarchiste qui a trahi son uniforme, mis en danger notre sécurité nationale et recueilli des preuves de manière illégale. En divulguant les secrets commerciaux du prévenu Henri Valmont, elle a causé des milliards d'euros de dommages à l'économie française. En entendant ces mots, Henri se raidit légèrement. Un sourire sournois apparut sur son visage. Lorsque son tour vint, il monta à la barre et se mit à verser des larmes de crocodile. « Je suis innocent, monsieur le président », dit-il d'une voix tremblante. Cette femme. Elle est venue sur mon bateau ce jour-là et m'a demandé un pot de vin. Comme je refusais, elle m'a menacé. Les fichiers sur ce serveur sont faux. Ils ont tous été placés là pour me piéger. Je ne suis qu'un homme d'affaires qui aime son pays. Dame murmures s'élevèrent dans la salle. Henri se tourna vers moi, les yeux remplis d'une haine pure. Dis-leur. Dis-leur que tu as ruiné ma vie par jalousie. Quand mon tour est venu, je me suis avancé vers la tribune. J'ai réglé le micro. J'ai regardé le procureur, le juge, puis Henri. Monsieur le juge. Dis-je, ma voix résonnant dans le micro. Le procureur a raison.
J'ai enfreint les règles. Mais je l'ai fait parce que ceux qui ont établi ces règles les ont mises en vente. Henri Valmont se dit patriote. Je vous le demande, est-ce que transférer les fonds destinés à l'hôpital pour enfants atteints de cancer vers sa propre société écran pour acheter ce yacht, c'est être patriote? Henri bondit de son siège. C'est faux. Vous ne pouvez pas le prouver. Ces dossiers sont cryptés. Personne n'a pu lire leur contenu. Il avait raison. La plupart des dossiers que j'avais divulgués étaient encore hautement cryptés. On pouvait voir les titres, mais leur contenu n'avait pas encore été entièrement déchiffré. C'était la seule échappatoire pour Henri. Il défendait la thèse pas de contenu, pas de crime. À ce moment-là, la porte arrière de la salle d'audience s'ouvrit. Lorsque je vis la personne qui entra, j'entendis Henri retenir son souffle. C'était l'une des deux jeunes femmes du yacht L'Empereur. Élodie, la maîtresse qu'Henri méprisait en l'appelant les filles, et qu'il ne quittait jamais comme un objet décoratif. Mais la jeune fille rieuse de ce jour-là avait disparu, remplacée par une femme vêtue de noir, animée d'un désir de vengeance. À la barre, Élodie, monsieur, annonça le greffier. Henri se jeta dans les bras de son avocat. Arrêtez ça. C'est impossible. Elle ne peut pas parler. Élodie monta à la barre. Elle prêta serment. Puis, regardant Henri droit dans les yeux, elle commença à parler. Henri me disait toujours, contente-toi d'être belle, ne te soucie pas du reste, déclara Élodie. Il me prenait pour une idiote. Il ne me faisait pas sortir de la pièce lorsqu'il parlait affaires, car il pensait que je ne comprendrais rien. Elle plongea la main dans son sac et en sortit une petite clé USB dorée. Mais Henri avait oublié une chose, monsieur le président. Les soirs où il buvait beaucoup, il me faisait mémoriser les codes de ses fichiers cryptés. S'il m'arrivait quelque chose, ces codes seraient ton assurance vie, disait-il. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Henri était livide. Élodie, ne fais pas ça. Je te donnerai tout. Ne fais pas ça, gémit-il. Élodie brandit la clé USB. Cette clé contient les enregistrements vocaux de tous les sénateurs, juges et ministres qu'Henri a corrompus. Et la clé de ces dossiers cryptés se trouve également ici. Elle se tourna vers le juge. Vous m'avez promis l'immunité. En échange, je vous donne la clé de l'Empire Valmont. Le coup le plus dur vient toujours de ceux qui vous sont les plus proches. Henri n'aurait jamais imaginé que tous ceux qu'il avait méprisés pourraient un jour devenir ses bourreaux. Selon vous, le geste d'Élodie est-il un acte héroïque ou le dernier sursaut d'une souris qui abandonne le navire? Discutons dans les commentaires. Henri est devenu fou dans le box des accusés. Il frappait la vitre à coups de poing et insultait Élodie. Salope, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai acheté ces vêtements. Je vais te tuer. Les gendarmes ont eu du mal à maîtriser Henri. Son masque des hommes d'affaires respectables était complètement tombé, laissant apparaître un animal enragé. Je me contentais d'observer. Élodie m'a jeté un bref regard. Ce regard ne contenait aucune excuse. Seulement une acceptation qui disait je l'ai fait pour survivre. J'ai légèrement hoché la tête. Le juge a placé la clé USB dans le sac contenant les pièces à conviction et s'est tourné vers Henri. Son regard n'était plus impartial. Il était plein de dégoût. Accusé Valmont, dit le juge. Si vous continuez à troubler l'ordre de la cour, je vous ferai mettre en cellule. Et à la lumière de cette nouvelle preuve, je rejette la demande de jugement sans détention du procureur. Henri s'effondra. Il comprit que tout était fini. La foule à l'extérieur poussa un cri, comme si elle avait senti la victoire à l'intérieur. Dans la cage de verre, Henri se mit à pleurer, et pour la première fois, je me sentis vraiment libre. Mais ce n'était pas encore fini. Henri était tombé, mais ceux qui tiraient les ficelles étaient toujours dehors. Et la clé USB donnée par Élodie allait tout bouleverser en France. La remise de la clé USB par Élodie au juge n'était pas seulement la fin d'un procès, mais la fin d'une époque. Ce qui se trouvait dans ce petit morceau de métal a eu un effet nucléaire à Paris. Le procès a été reporté d'une semaine pour permettre l'examen des données numériques. Et cette semaine a été la plus chaotique de l'histoire de la France. Chaque matin, au réveil, nous découvrions la démission d'une nouvelle personnalité. Tout d'abord, le secrétaire d'État à la justice a démissionné pour raison de santé. 2 jours plus tard, une enquête a été ouverte à son sujet. Puis, 3 sénateurs que Henri recevait souvent sur son yacht ont vu leur immunité levée. Et enfin, les actions de la célèbre société Valmont Logistique ont chuté à 0 en bourse. L'empire de Henri s'est effondré d'un seul coup comme la tour de cartes de son arrogance ce jour-là. Le jour du verdict, la salle d'audience n'était pas silencieuse cette fois-ci. La foule ne tenait plus dans la salle et débordait dans les couloirs. Lorsque Henri s'assit sur le banc des accusés, il n'était plus qu'une épave. Son costume coûteux semblait lui aller comme un gant. Ses cheveux étaient blanchis, ses mains tremblaient. Il ne pouvait même pas me regarder. Les yeux baissés, il ressemblait à un condamné attendant son sort. Le président du tribunal se leva pour lire son verdict. La salle était silencieuse. Accusé Henri Valmont, dit le juge d'une voix qui résonna comme un coup de marteau. Au vu des preuves irréfutables qui ont été présentées,
Notre tribunal vous déclare coupable des chefs d'accusation suivants: création d'une organisation criminelle, fraude à l'État, trafic d'êtres humains et corruption de fonctionnaires. Henri ferma les yeux. Je vis une larme couler sur sa joue. Ce n'était pas une larme de regret. C'était le deuil de la vie luxueuse qu'il avait perdue. Notre tribunal, poursuivit le juge, compte tenu du profond émoi que vos crimes ont suscité dans la société, vous condamne à une peine de 25 ans de prison ferme. De plus, tous vos biens acquis grâce à vos crimes, y compris le yacht L'Empereur, la société Valmont Logistique et tous vos biens immobiliers, ont été confisqués par l'État. Une salve d'applaudissements retentit dans la salle. Le juge tenta de faire taire la foule à coups de marteau, mais il ne parvint pas à étouffer la joie de ces gens assoiffés de justice. Henri fut relevé par les gendarmes. Alors qu'on lui passait les menottes, il me jeta un dernier regard. « Tu es contente » articula-t-il silencieusement. « Tu as tout brûlé. » Je lui ai simplement souri. Un sourire froid, empreint de victoire. 25 ans de prison et la confiscation de tous ses biens. Pensez-vous qu'Henri a eu ce qu'il méritait? Ou cette peine est-elle trop légère pour les vies qu'il a volées? Si vous avez aimé ce moment où justice a été rendue, laissez un cœur sur la vidéo. Alors qu'Henri était traîné hors de la salle, le juge s'est tourné vers moi. Le silence est revenu dans la salle. C'était maintenant à moi de prononcer ma sentence. L'accusée Mathilde Loisel, a déclaré le juge. Son ton s'était adouci. Vous êtes soldat. Et en tant que soldat, vous avez le devoir d'obéir aux ordres. En désobéissant à l'ordre donné par vos supérieurs, vous avez enfreint la hiérarchie militaire. Mon cœur se serra. Allais-je être condamné à une peine de prison? Cependant, dit le juge en regardant par-dessus ses lunettes, la primauté du droit est au-dessus de toute hiérarchie. Vous avez fait passer l'intérêt public avant votre carrière personnelle. Si vous aviez obéi à cet ordre, ce n'est pas la justice qui régnerait aujourd'hui dans cette salle, mais la corruption. Il prit une profonde inspiration. C'est pourquoi notre tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de vous condamner pour divulgation de secrets d'État, mais que, conformément au règlement disciplinaire militaire et à votre demande, vous seriez mis à la retraite pour invalidité. Vos grades ne vous seront pas retirés. Vous prendrez votre retraite avec honneur. J'avais les larmes aux yeux. Je n'irai pas en prison. Mais mon uniforme, l'uniforme auquel j'avais consacré 30 ans de ma vie n'existait plus. J'avais payé le prix fort. Mais en échange, j'avais nettoyé la France. Merci, Monsieur le Président. Ai-je dit en faisant un salut militaire. Ce fut mon dernier salut en tant que colonel dans cette salle. Lorsque je suis sorti de la salle d'audience, le spectacle qui m'attendait sur les marches du palais de justice était quelque chose que je n'oublierai jamais. Milliers de personnes. Les habitants de Toulon, des pêcheurs, des étudiants, des retraités. Quand ils m'ont vu, ils ont poussé des cris de joie qui ont déchiré le ciel. MATHILDE. 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 Je me suis arrêté en haut des marches. Le vent me fouettait le visage. Je n'étais plus colonel. Je n'avais plus de fonction, plus d'autorité. Mais à cet instant, je possédais quelque chose de bien plus précieux que le titre des empereurs. d'Henri sur son yacht. J'étais le héros du peuple. Au milieu de la foule, j'ai aperçu un visage familier au premier rang. Pierre. Il était en civil. Les autres soldats de l'équipe étaient à ses côtés. Ils me regardaient avec fierté. Et un peu en retrait de la foule, j'ai vu Élodie, avec ses lunettes de soleil noir. Elle a légèrement incliné la tête, puis s'est fondue dans la foule et a disparu. Ce jour-là, au coucher du soleil, le port de Toulon semblait plus propre que jamais. Le yacht L'Empereur était amarré au quai avec une banderole saisie. Dessus, la musique arrogante ne jouait plus. Il y avait un silence paisible et juste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tout le monde pensait que j'allais prendre ma retraite et me retirer dans mon coin. Mais j'avais une bien meilleure idée pour cette fortune confisquée. 6 mois ont passé. C'est à nouveau un soir d'été, je suis de retour au port d'Antibes. Sous mes pieds, mon fidèle bateau La Liberté, à la main un verre de vin rosé. Mais cette fois, le paysage est très différent. Dans le prestigieux coin des milliardaires. Du quai, le yacht arrogant L'Empereur d'Henri Valmont n'est plus amarré. Le bateau est toujours là, certes. Mais sa couleur blanche froide a disparu, remplacée par un bleu profond, la plus belle teinte de la mer. Et l'inscription Empereur, en lettres dorées à l'arrière, a été retirée. À sa place, son nouveau nom est inscrit en lettres blanches simples, l'Espoir. L'État voulait vendre aux enchères ce palais flottant saisi. Mais j'ai utilisé ma prime de retraite et le pouvoir de la fondation que j'ai créée pour lancer une campagne avec le soutien du public. Ce bateau a été saisi pour un crime, laissez-le servir le bien. Avons-nous dit. Et nous avons réussi. L'Espoir n'est plus un lieu où les riches font la fête. C'est désormais la première école de navigation flottante de la Méditerranée. Il n'y a plus de mannequins sabrant le champagne sur le pont.
À leur place, il y a des enfants et des jeunes issus d'orphelinats, méprisés par Henri, qui attendent d'être intégrés à la société. Nous leur enseignons la navigation, la réparation des moteurs et, surtout, comment exercer un métier honorable. L'ancienne salle des machines, là où se cachaient de sombres secrets derrière les murs, est désormais un atelier flambant neuf. La luxueuse cabine d'Henri est devenue une bibliothèque et une salle de classe. Les enfants étudient désormais la géographie et les mathématiques sur la table où Henri blanchissait son argent sale. Pierre. Il est désormais capitaine. Il occupe mon ancien bureau. Lorsqu'il m'a rendu visite l'autre jour, il m'a donné des nouvelles d'Henri. L'ancien empereur est devenu blanchisseur à la prison de Fleury-Mérogis. Il repasse le linge. D'après ce que j'ai entendu, c'est le meilleur repasseur de la prison. Après tout, il ne supportait pas les plis, n'est-ce pas? Parfois, on ne peut s'empêcher d'admirer l'humour de la vie. Quant à Élodie, personne ne l'a revue depuis ce jour-là. Mais la semaine dernière, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une carte postale timbrée en Argentine. Il n'y avait pas de signature. Juste une photo, une petite boutique de fleurs. Et au dos, une seule phrase: je n'arrose plus que mon propre jardin. Je suppose qu'elle aussi paye son dû. Au coucher du soleil, j'écoute les rires des enfants qui viennent du pont de l'Espoir. Henri m'avait dit ce jour-là: ton petit bateau ne vaut rien. Il avait peut-être raison. Mon bateau était petit. Mais ce petit bateau a coulé un immense empire et, à sa place, a construit un navire qui accueillera des centaines d'enfants. Parfois, je me dis que, si Henri ne m'avait pas jeté cet argent à la figure ce jour-là, s'il n'avait pas autant blessé ma fierté, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Le mal, parfois, sans qu'on t'en rende compte, est l'architecte du bien. Il suffit, au lieu de reculer de peur, de regarder le mal droit dans les yeux et de lui dire non. Je suis Mathilde Loisel, ancienne colonelle, nouvelle enseignante, capitaine à vie. Et voilà, c'était mon histoire. La mer est calme, le vent souffle dans la voile. La liberté, quel parfum merveilleux. Il y a en chacun de nous une Mathilde qui attend de se révéler. Lorsque vous êtes victime d'une injustice, souvenez-vous de cette histoire. Vous n'êtes jamais seul. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Si cette histoire de justice vous a donné de la force, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.